Merci beaucoup pour votre fidélité. Bienvenue à la seconde partie de cette émission. Comme vous le savez maintenant, c'est l'habitude. C'est avec François Jean-Denis, PDG de Vision Max Service et expert en immigration canadienne, qu'on va parler de l'immigration. Bonsoir François. Bonsoir Jean-Étienne, bonsoir à tout le monde. Et comment allez-vous? Je vais très bien. Cette journée de, comment on pourrait dire ça? De neige. Hein? Oui, ça va. On est habitué maintenant. Oui. Sinon, François, et de ton côté, est-ce que ça va? Ça va très bien, ça va très bien. On est là et puis comme le slogan, si ça ne va pas, ça ira. C'est ça. Possibilité de parrainage pour les réfugiés ici au Canada. Il y a de nouvelles mesures. Et François, très sincèrement, ça fait jaser beaucoup. Oui, alors il faut que d'abord, au départ, il faut qu'on dise aux gens, on ne parle pas de nouveaux programmes. Et ça, Jean-Étienne, il faut qu'on le dise de façon très claire parce que c'est à cause de ça que les gens organisent ou disent n'importe quoi sur les médias sociaux pour comparer le programme de Biden à celui-là. Alors, chaque année, comme on dit, le gouvernement canadien a l'obligation, par rapport aux accords, aux engagements signés avec l'international, avec l'ONU, d'accueillir un nombre de réfugiés, de réfugiés à l'étranger. Il y a dans la loi sur l'immigration au Canada depuis longtemps un programme de parrainage privé de réfugiés qui s'appelle PPPR, 3PR, OK? Yeah. Alors, ce programme-là consiste à parrainer des gens. Parce que comment ça se passe, il faut que les gens comprennent ça bien et ça va, à ce moment, leur permettre de comprendre l'arnaque sur les médias sociaux. On parle de près de 103 millions de personnes déplacées à l'étranger. Et parmi les 103 millions, il y en a qui sont en Syrie, en Libye, qui sont en Afrique, qui sont en Irak, qui sont en Iran, pas en Iran, en Irak, qui sont en Turquie, n'importe où. Alors, l'ONU, par son programme HCR, au commissariat des réfugiés, l'ONU s'organise pour demander aux pays occidentaux d'accepter un nombre de réfugiés. OK. Alors, par exemple, si l'ONU a 10 millions, l'ONU demande aux États-Unis combien vous allez accepter. Le Canada, combien? La France, combien? L'Allemagne, combien? Chaque pays dit, moi, j'accepte, par exemple, 20 000, 30 000, 40 000. Alors, le gouvernement fait venir ces gens-là et les place dans les provinces suivant le pourcentage, suivant le poids démographique de la province dans la Confédération. C'est clair. Et maintenant, pour donner plus de chances d'accueillir des gens, le gouvernement dit, nous allons créer un programme de parrainage privé de réfugiés. Okay. Alors maintenant, les gens que nous ne pouvons pas parrainer, nous allons demander à des particuliers, à des églises, à des associations de les parrainer. OK. Alors, un groupe de 4 à 5 personnes peut prendre l'initiative de dire, par exemple, on va parrainer X qui vient de la Syrie. Et c'est la responsabilité du groupe de lui trouver du travail, de l'aider à s'intégrer, de faire toutes les démarches pendant une période de 5 ans à peu près. OK. Alors ça, c'est le parrainage privé de réfugiés. Et la première chose que les gens doivent savoir, n'est pas réfugié celui qui veut. C'est sûr. Il y a des critères. Un réfugié est quelqu'un qui est désigné, qui est sélectionné par le HCR. Dernièrement, je suis tombé des nues quand j'ai entendu sur une station de radio en Haïti que les gens définissaient réfugié comme quelqu'un qui quitte Matissan pour aller à Pétionville. Non, ça c'est des journalistes chevronnés qui disent qu'on peut être déclaré réfugié. Alors, quand on est réfugié à l'étranger, HCR a une liste, HCR détermine que vous êtes réfugié parce que ce n'est pas n'importe qui peut l'être. Peut-être sur la liste de HCR, et voici comment ça se fait. Alors, la mesure annoncée par le Canada, on augmente les possibilités de parrainage pour les signataires d'entente. OK, ça veut dire pour des particuliers.
pour les particuliers, il ne s'agit pas de personnes que vous pouvez parrainer en Amérique. Il n'y a aucun pays en Amérique faisant partie de ce programme-là. La dernière fois qu'il y a eu un pays en Amérique, c'était la Colombie. C'était à l'époque où il y avait des FARC et il y avait des personnes qui étaient vraiment en situation difficile en Colombie. Depuis l'abolition officielle de la FARC, on n'a plus ce programme-là en Amérique. Alors, lorsque quelqu'un entend à la radio, on lui dit, oui, le Canada est en train, a mis sur pied un programme de parrainage de réfugiés, alors, vous pouvez dire à la personne, arrière-toi de moi, Satan, parce que c'est pas vrai, c'est 100 fois non, ça n'existe pas. C'est bien d'éclaircir ça, François, et c'est des choses qui arrivent souvent. C'est très récurrent que les gens inventent n'importe quoi pour renflouer leur poche. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à ces nouvelles mesures? Qu'est-ce qui est différent maintenant par rapport à ce qu'il était avant? Oui, très bien. Alors, ça veut dire qu'on crée de nouvelles places. Avant, c'était limité. Si tu te rappelles bien, Jean-Étienne, au Québec, il y a aussi ce programme-là. Il y a 2 ans, c'était un fiasco. À ce moment-là, il y avait des intermédiaires qui étaient là parce qu'on avait dit on va accepter 250, on va accepter 500. Et généralement, c'est 750 que Québec accepte. Et puis, des intermédiaires, des personnes sont venues et ont demandé beaucoup d'argent. Parce que normalement, lorsqu'on libère des places, il faut dire qu'il y a tellement de personnes déplacées, il y a tellement de gens qui voudraient faire venir leurs proches, et là maintenant, le nombre ne suffit pas. Je comprends. Alors maintenant, ce que Ottawa fait, Ottawa ajoute de nouvelles places, ou bien dit qu'on va accueillir plus de personnes qu'auparavant. OK. OK? Ça veut dire que là maintenant, et l'objectif du Canada, c'est d'atteindre 83 500 réfugiés parrainés par le secteur privé d'ici 2025. OK. OK? Alors, le Canada a créé 2 programmes. Alors, il y a le programme des réfugiés parrainés par le gouvernement, RPG. Il y a le programme mixte des réfugiés désigné par le Bureau des visas. OK? Parce que HCR coordonne avec les camps. Il y a des camps, par exemple, en Jordanie. Il y a des camps en Syrie. Il y a des camps dans plusieurs pays. Parce que lorsque les gens sont déplacés, on les met. Des fois, à la télévision, vous les voyez sous des tentes. OK? Alors, ça veut dire que là, on vous a vu ces personnes-là. Et c'est parmi ces personnes-là également, Jean-Étienne, si tu te rappelles, lorsque le gouvernement avait dit que si on n'avait pas déclaré un enfant ou bien un parent, on pouvait le faire. OK. C'était seulement parmi ces gens-là. Parce que ce qui est dit, parce que j'ai eu la chance de parler à quelques personnes qui venaient de la Syrie, et elle me disait que quand on lance une bombe, quand il y a une attaque, le père peut aller en direction sud, la mère en direction nord, et la mère ne sait pas si le père est mort, personne ne sait, on n'a jamais vu la personne, on peut passer 10 ans, 15 ans sans savoir. Si par hasard on découvre que cette personne-là existe, là on vous donne la possibilité de l'ajouter, mais pas pour des gens qui ont choisi de ne pas ajouter leurs enfants ou bien leurs conjoints, leurs conjointes, parce qu'il y en a qui, par exemple, ont des enfants, mais qui ont peur de dire à leur femme ou bien à leur conjoint qu'ils ont des enfants. Non, on n'accepte pas ça. Certainement, c'est très clair, c'est très logique. Très logique. Alors, ça veut dire que, finalement, ce qu'on dit, c'est que on peut décider de parrainer. On demande, par exemple, au gouvernement l'autorisation, on respecte les exigences, et avec ça maintenant, c'est qu'on est capable de pouvoir parrainer. Okay. On nous dit que de 1979 à 2020, il y a plus de 350 000 réfugiés qui sont venus au Canada dans le cadre du programme. OK. Ça veut dire que là maintenant, au Québec, on dit que ça continue à augmenter. En 2021, il y a eu 51 organisations qui ont présenté une demande pour devenir officiellement des partenaires pour pouvoir parrainer. OK. Et on dit que le Canada a l'intention
de réinstaller. Parce que ces réfugiés-là ne vont pas en audience. C'est clair. OK? Ils sont admis parce qu'ils répondent aux critères de l'ONU, notamment de HCR. Très bien dit. Donc, pour les auditeurs qui écoutent maintenant, que vous êtes ici à Montréal, vous avez des proches en Haïti ou dans l'Amérique, il n'y a pas un nouveau programme. Ça n'a rien à voir de le comparer avec le programme de Biden, comme les gens vulgairement le disent. Oui. C'est juste un ancien programme, un programme de réfugiés que le Canada a en partenariat avec des organisations internationales comme l'ONU. Ils essaient juste de donner plus de place. C'est comme ça qu'il faut résumer ça. Ce n'est pas un nouveau programme, en fait. Non, ça n'a rien à voir avec Haïti, ça n'a rien à voir avec l'Amérique. Ça veut dire que c'est... Et hier soir, j'écoutais une dame sur Facebook. Avec quelle facilité cette dame-là peut mentir en disant que pour les gens qui ne sont pas inclus dans le programme Biden, voilà une bonne nouvelle. Maintenant, vous pouvez venir au Canada. C'est archi faux. Ça n'a rien à voir avec le Canada. Tant pis pour vous si vous allez dépenser de l'argent, si vous allez vous faire... Parce que je trouve que c'est trop facile, Jean-Étienne, que les gens sur les médias sociaux, ils demandent des conseils à tout le monde. Ils demandent à la dame comment je peux faire pour parler de mon frère, ma soeur. On me dit, même à Montréal, il y en a qui continuent à dire qu'on peut parrainer des frères et des sœurs. Et ces bureaux-là, ce qu'ils font, Jean-Étienne, ils envoient la demande au fédéral. Le fédéral, lui, n'a pas à évaluer la demande. Il dit qu'il vous envoie une lettre d'admissibilité. Et c'est lorsque la demande arrive au niveau du Québec, on refuse. Et le monsieur qui fait cette arnaque-là, il dit aux gens, vous voyez, moi j'ai envoyé ça, on avait accepté, c'est Québec qui refuse. C'est ça. Mais le pire dans tout ça, François, c'est que non seulement ils ne vont pas consulter les bonnes personnes, ils sont très têtus souvent, ces gens-là. Ils vont vous dire, non, j'ai écouté, c'est sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Et puis, heureusement qu'on essaie de faire de notre mieux pour les éclairer, ceux qu'ils veulent comprendre et entendre. Et puis, on va essayer de regarder comment ça va évoluer, François. Oui, tout à fait. En tout cas, je pense avoir fait le nécessaire. La clarification. Et puis, là, maintenant, on doit continuer à avancer. Ça veut dire qu'il faut que les gens arrêtent de penser que le Canada a créé un programme. Actuellement, on n'a pas le Canada. Le Canada n'a pas Haïti dans ses plans. Même au niveau sécuritaire, le Canada qui pourrait aider, il joue à l'hypocrite. Alors, on n'a pas besoin de parler de ça. En tout cas, c'est ça qu'on dit aux gens. OK. Maintenant, aide familiaux résidents, François, Ottawa a décidé de réduire le temps d'expérience de travail. Oui. Pour le programme des aides familiaux résidents, voilà encore un programme qui existe depuis la nuit des temps. Ça veut dire que ce n'est pas maintenant qu'on parle des aides familiaux résidents. Ce sont des personnes qui viennent ici pour aider des gens qui n'ont pas de temps, qui veulent concilier travail et famille. Alors, ils viennent ici pour pouvoir aider. Alors, ce qui arrive, c'est que souvent, ces gens-là prennent beaucoup de temps avant de devenir résidents permanents. Alors, ce qui s'est passé, le gouvernement canadien, et notamment le ministre de l'Immigration, les députés Salma Azadid et Richie Valdez, ils ont annoncé la réduction de l'expérience de travail au Canada requise pour qu'une aide familiale soit admissible à la résidence permanente. On fait passer ça de 24 mois à 12 mois. OK, c'est de moitié. Oui, alors ça veut dire qu'il y a des places dans le cadre des voies d'accès actuelles pour les aides familiaux qui ont été réservées et pour les gens qui ont déjà une expérience de travail, qui ont un permis de travail, ils peuvent présenter une demande de résidence permanente. Ça va commencer le 30 avril 2023 et sera rétroactif pour les aides familiaux résidents qui ont déjà présenté une demande. Très intéressant. Ça, OK, alors maintenant, et quand on parle d'aide familiale résidente, ce sont les gens qui sont venus ici, qui ont un contrat fermé, contrat de travail fermé avec une famille, avec un particulier, avec une entreprise, ça veut dire aide familiale résidente. Je ne parle pas parce que souvent, on va m'appeler pour me dire « Oh, j'ai ma mère qui garde l'enfant de Jean-Étienne, est-ce qu'elle fait partie de ça ?» Alors, c'est non, on n'a pas ça. Ça veut dire qu'à partir du 30 avril 2023,
on donne la possibilité à tous ceux qui ont un contrat et comme aide familiale résidente de pouvoir appliquer, de faire sa demande de résidence permanente. Ça veut dire qu'on réduit les exigences liées à l'expérience du travail pour les personnes qui sont des aides familiaux résidents. OK. Et pour ça, François, Vision Max Service sera là pour accompagner les gens qui ont besoin d'aide. Tout à fait, tout à fait. Dès que la personne veut faire sa démarche de façon saine, de façon sérieuse, nous sommes là. Mais dès que vous voulez m'appeler pour me dire « Oh oui, on a vu sur Facebook, on a dit... » Écoutez, chaque jour, nous sommes en train de donner des informations. C'est avec beaucoup de sacrifices, François. On est avec Géitium. Le samedi, avec radioimmigration.com, on donne des nouvelles. Seulement le dimanche que je ne donne pas de nouvelles. Alors, vous ne pouvez pas m'apprendre des choses en immigration. Quand vous m'appelez, vous me dites, voilà, j'aimerais faire telle chose. OK? Et ensuite, j'ai dit à plusieurs reprises, ne m'appelez pas pour me dire, est-ce que c'est vrai ce qui se fait sur Facebook? Je ne suis pas le porte-parole d'Immigration Canada. Vous voulez faire quelque chose, vous m'appelez, vous venez. Moi, je vous dis, voici les options disponibles. OK? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir régler la question, qu'on va pouvoir vous donner des services à la hauteur de vos attentes. Alors, je vais prendre cette opportunité, François, pour vraiment encourager, avant de regarder le dernier point qu'on va aborder, aux auditeurs, faites attention avec ces éléments-là sur les réseaux sociaux. Ils n'ont compte à rendre à personne. Ils n'ont vraiment pas de compte à rendre à personne. On se rappelle, il y a 2 semaines, il y a des gens, juste en Turquie, qui se sont retrouvés avec des gens sur les réseaux sociaux qui les ont promis le paradis. Au final, ils se sont retrouvés en Turquie sans aucun document, sans pouvoir se déplacer. Dans les décombres, c'est pas intéressant. Faites attention avec ces personnes-là qui vous disent toutes sortes d'affaires sur les réseaux sociaux. Ceci étant dit, François, en Alberta, des étudiants étrangers estiment qu'ils sont exclus des mesures d'accompagnement du gouvernement. Et là, c'est pas très jojo. Oui, il y a des représentants d'étudiants étrangers en Alberta qui se disent exclus des nouvelles mesures d'aide financière annoncées par le gouvernement provincial. Et ces mesures-là concernent seulement les citoyens canadiens, les résidents permanents et les personnes qui vivent dans la province avec un statut de personnes protégées. Ils estiment qu'ils sont livrés à eux-mêmes lorsqu'il est question d'aider les étudiants à faire face au coût de la vie. Parce que normalement, le gouvernement de l'Alberta, comme celui du Québec et d'autres provinces, ont choisi d'aider les gens face au coût de la vie, face à l'inflation. Alors, les étudiants des étrangers disent qu'ils font face aux mêmes problèmes que les citoyens, que les résidents, que les personnes protégées. Alors, pourquoi on ne les inclut pas dans ces mesures spéciales? Mais ce qu'ils doivent savoir, ces étudiants étrangers-là, sans vouloir défendre le gouvernement, ils sont des étrangers. Certainement. Ils sont des étrangers, ça veut dire que là, on comprend que le gouvernement n'est pas obligé. Alors, le gouvernement de l'Alberta a annoncé qu'on va donner une bourse mensuelle de $250. Alors, la bourse mensuelle pour les étudiants de l'Alberta va passer de 250 à 475. OK. On donne aussi un délai de grâce pour le remboursement des prêts étudiants. Ça se comprend. OK? Il y a 164 000 étudiants albertains qui ont des prêts pour études. Alors là, maintenant, ils bénéficient de ça. Ils ne sont pas obligés de payer leurs prêts d'étudiants rapidement. Alors, ils sont contents et ils disent que normalement, ça les aide. Les étudiants étrangers disent que nous venons ici, nous apportons de l'argent et voilà qu'il y a une crise, il y a une situation au niveau de l'inflation. On ne fait rien pour nous. Il y en a qui songent à quitter l'Alberta pour d'autres provinces canadiennes. Mais moi, je peux dire à ces étudiants-là, c'est courir pour la pluie, tomber de la rivière. Parce que même si vous venez, par exemple, au Québec, vous n'allez pas obtenir de l'aide. Certainement. Parce que c'est le statut des étudiants étrangers qui fait en sorte qu'ils soient considérés comme des étrangers. Parce que la question, ce n'est pas parce que on ne veut pas les aider, mais ce sont des étrangers.
Donc, ils n'ont pas beaucoup de chances de voir leur appel porter des fruits, alors? Non, pas du tout, parce que ce sont les étrangers. Dans les lois au Canada, on ne prévoit pas de l'aide pour les étrangers. Les étrangers sont les visiteurs, sont les étudiants étrangers, sont les travailleurs et temporaires. Mm-hmm. OK? Alors, ce n'est pas prévu. Alors, je comprends qu'ils font face à des difficultés, mais cependant, on les fait venir parce qu'on veut avoir de l'argent. Oui, il y a ça aussi dans l'aspect étudiant international que souvent on oublie. Alors, qu'est-ce qui pourrait être fait? Ça veut dire que moi, je pense qu'on pourrait peut-être regarder au niveau de certaines dépenses de les universités, comment on pourrait les soulager, et parce que la situation est grave pour tout le monde. Oui. Mais cependant, réclamer ça comme les résidents permanents, comme les citoyens canadiens, tout ça, c'est clair que c'est un peu dépasser les limites, je dirais. Et le gouvernement de l'Alberta, je ne pense pas, va revoir sa décision. Allô, François? Oui. Oui, vous avez dit que le gouvernement de l'Alberta ne va pas nécessairement revoir sa décision. Non, non, pas du tout, pas du tout. Ça veut dire que c'est clair, c'est une situation très difficile. Alors, peut-être qu'on pourrait réduire les frais. OK? Peut-être qu'on peut demander aux universités de réduire les frais. Ça, c'est le gouvernement qui va décider. Mais quand on le fait sous forme de pression, je pense qu'on passe à côté. Oui. Parce que c'est pas un acquis, c'est pas quelque chose qu'on vous doit. Et puis, c'est ça aussi. C'est ça. Bon. En tout cas, c'est tout ça, Jean-Étienne. Et puis, vraiment, j'espère que les gens vont écouter, vont prendre le temps de suivre ce qu'on leur dit. Parce que là, actuellement, Jean-Étienne, et on peut dire que tellement de personnes répètent, disent n'importe quoi. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Oui, et c'est vraiment dommage. Ben, François, merci beaucoup pour ton temps et ton expertise. On va se parler demain, 15h30, la nouvelle édition de Bilan. Et puis, bon après-midi, François. Merci à toi aussi. Merci, au revoir. Voilà pour la fin de cette émission. Mon nom est Jean-Étienne Dorsan. J'étais très content de vous accompagner aujourd'hui encore pour cette nouvelle édition de Bilan. Vous êtes sur le 102.3 FM. Demain, on aura une nouvelle édition, 15h30. Toute l'équipe va être là. Merci beaucoup pour votre fidélité. Restez à l'écoute. À bientôt.